Cette semaine, vos questions, nos réponses, désinformation, intelligence artificielle, le web et ses dérives. Bref, un gros menu pour notre 200e émission devant public. Bienvenue au Décrypteur. Aïe, 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 aïe. Hey. Mes chers amis, mes chers complices, mes chers collègues, Jeff, Marie-Pierre, Nicolas, ces applaudissements-là, là, ça vaut de l'or. C'est très nourrissant. C'est nourrissant. Oui. C'est pas fréquent pour nous d'être... En fait, c'est la première fois qu'on fait ça devant le public. Et on est bien content que vous soyez là aujourd'hui. C'est quand même 6 ans, 200 épisodes. Temps passe vite. C'est fou. Je suis arrivé pendant la pandémie, puis on s'était dit, après la pandémie, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on aura autant de sujets à traiter? On dirait que oui, jusqu'à maintenant. Il semble qu'il y a encore de la désinformation à combattre, mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on célébrait la 100e il n'y a pas si longtemps. Ah non. C'est fou. Et puis, Jeff? Ben, je me sens un petit peu mal pour Nicolas, là, que quand il est arrivé chez nous, il était tout jeune, tout frais, puis là, ben, c'est ça. J'ai perdu beaucoup de cheveux depuis ce temps-là déjà, quand même. Pauvre lui, il s'est jeté dans la gueule du lion en venant en pleine pandémie dans l'émission. Exactement. On est content de l'avoir. Content de l'avoir. Et évidemment, Nicolas, qui est notre MVP année après année. Mais depuis tout le début, il y a toujours une constante, c'est que les questions du public sont au cœur de notre démarche, sont vraiment un de nos moteurs dans notre production, dans les choix qu'on fait semaine après semaine. Donc, il était tout naturel pour nous, pour cette 200e émission, de, encore une fois, mettre les questions du public au cœur de la démarche. C'est ce qu'on a décidé de faire. Merci beaucoup à ceux qui nous ont écrit. Vous avez été très nombreux à le faire. Et puis là, on doit gérer l'abondance. Beaucoup de questions ce soir qu'on a sélectionnées et je propose qu'on y aille rondement pour qu'on aille droit au but. Je vais prendre l'autre micro, me diriger vers la foule et vers une personne en particulier qui aura l'honneur, M. Marinier, Robert Marinier, de briser la glace. Je crois que c'est une merveilleuse façon d'entreprendre la discussion ce soir. Aviez-vous des doutes sur l'intérêt que le public pouvait avoir et, par conséquent, sur la longévité de l'émission? Excellente question. On rappelle qu'au début, les décrypteurs, il y avait une version numérique menée par Jeff et Bouchra Watik. Ensuite est venue en juin 2019 l'idée d'une émission. Et puis, qu'est-ce que tu en penses, Jeff, de ça, toi? Ben, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Le visage des réseaux sociaux change. Quand on a commencé l'émission, ça fait pas si longtemps que ça, vraiment 6 ans. Beaucoup de gens, la plupart des gens étaient sur Facebook, par exemple. Puis là, quand on parlait de choses qui circulaient sur Facebook, la plupart des gens l'auraient probablement vu circuler ou comprenaient de quoi on parlait. Le web d'aujourd'hui est beaucoup plus fragmenté. Donc, c'est plus vraiment tout le monde qui est sur Facebook. Il y a des gens sur TikTok, sur d'autres plateformes. Donc, quand on parle de quelque chose, ils l'ont peut-être pas nécessairement vu circuler. Et donc, le web est vraiment en mutation en ce moment. Puis nécessairement, l'émission va devoir suivre. Mais une chose est certaine, on s'intéresse à la façon dont la technologie affecte la vie des gens, leur quotidien, mais aussi les grandes questions, comment ça affecte la société au sens large. Puis ça, bien, ça s'en ira pas. Donc, on espère qu'il va y avoir un intérêt continu pour l'émission. Et c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place aussi, cette analyse de comment la technologie affecte nos vies, parce qu'au départ, c'était beaucoup plus de la vérification de faits. Ça fait encore partie de la mission, mais on a aussi élargi le spectre de ce qu'on fait avec le temps, puis je pense que c'est dans l'air du temps aussi, justement. Oui, c'est dans l'air du temps. Puis moi, je me souviens qu'en 2019, quand tout ça a commencé, en toute transparence, il y a des collègues qui me disaient, mais pourquoi vous faites une émission sur la désinformation? Vous allez donner une place, de la visibilité à des phénomènes qui sont marginaux. On se posait cette question-là. Certains me posaient cette question-là à la 3e année du premier mandat de Donald Trump, qui avait malheureusement, si on veut, récupéré le concept de fake news. Et puis ensuite est venue la pandémie, comme tu le disais, qui a donné un élan, laissé place à une infodémie dont on s'en est à peine sorti. Et puis, bien, nous voilà. Mais moi, je suis curieuse parce qu'au début, on n'était pas là, moi et Nicolas. Ouais. Donc, le trio d'origine, je sais pas, aviez-vous peur de manquer de matériel à un moment donné? Je suis vraiment curieuse de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez à ce moment-là. Aujourd'hui, on sait que ça foisonne, c'est l'abondance, mais est-ce que c'était le cas au tout début
Bien, moi, à la base, je voulais pas faire d'émission de télévision, mais j'ai comme raté ma carrière, j'imagine. Mais on s'était vraiment posé la question, je pense, à savoir de produire 30 minutes de télévision à chaque semaine avec une si petite équipe. Les gens qui nous écoutent, je ne sais pas si vous réalisez, l'équipe des décrypteurs au complet est à peu près ici. Puis le décor est moins ambitieux que ça d'habitude. Donc, c'est vraiment une petite équipe. Produire 30 minutes de télévision par semaine, c'est quand même tout un défi. Puis on se demandait si Oui, sur la désinformation, c'est ça la question de Marie-Pierre. Est-ce qu'on allait avoir assez de matériel, semaine après semaine, pendant plusieurs mois, durant une année pour le faire? La question s'était déjà posée, oui. Ouais. Ben, la pandémie est arrivée, puis on ne s'est plus jamais reposé la question, je crois. Exactement, exactement. Puis là, l'intelligence artificielle est venue ajouter une autre couche à cette complexité-là. Puis on va en reparler abondamment de l'intelligence artificielle un peu plus loin dans cette émission. Prochaine question qui nous provient d'un courriel, un des nombreux courriels qu'on a reçus. C'est une personne du nom de Camille Morin. Merci, Mme Morin, pour cette question qui va comme suit. Bien, tout d'abord, elle nous félicite pour cette 200e émission. Merci pour ce commentaire. Une émission, dit-elle, plus nécessaire que jamais. J'accepte tout ça en toute humilité. Alors, sa question, la voici, la voilà. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé dans le paysage de la désinformation depuis vos débuts? En espérant fêter également, dit-elle, votre 400e. On l'espère bien. Donc, qu'est-ce qui a le plus changé dans le paysage de la désinformation? Est-ce que se présente sous de nouveaux visages maintenant, depuis le début? Là, je veux dire, ça s'est complexifié. Bien, c'est entré davantage dans la vie publique, puis dans la politique aussi. Il y a des mouvements politiques qui s'alimentent énormément de ça. Ça a toujours existé, c'est sûr, mais maintenant, vraiment des mouvements mainstream qui ont beaucoup de traction, qui sont connus par beaucoup de gens, s'alimentent des informations-là. C'est moins des publications trompeuses ou mensongères qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. On voit davantage de conséquences concrètes sur les politiques qui nous entourent aussi. Oui, je me demande si elle n'est pas devenue plus dommageable en ce sens où peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on est passé d'une désinformation presque artisanale à quelque chose d'industriel. Dans le sens, moi, l'idée que je me fais, évidemment, je ne travaillais pas dans ce domaine très ciblé-là, mais pour moi, la désinformation à l'époque, je ne sais pas, c'était le pouvoir des cristaux, l'astrologie, des trucs, somme toute, je ne veux pas dire inoffensifs parce que la pensée critique, c'est important, mais bon, pas directement dommageable, mettons. Tandis qu'avec la pandémie, avec l'amplification des moyens pour diffuser cette désinformation-là, là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de plus dangereux. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bien. La première fausse nouvelle que j'ai débunkée dans ma carrière, c'est que l'homme qui chuchote aux chiens, là, César Millan, était décédé. Puis, tu sais, c'était écrit de façon très humoristique. C'est pas quelque chose de très grave. Puis là, on se retrouve 10 ans plus tard. Puis, ben, c'est des choses qui sont pas mal plus extrêmes parfois. Bien, qui peuvent avoir un impact sur la santé des gens, des enjeux beaucoup plus concrets, j'ai l'impression. Oui, plus concrets, qui nous prouvent, encore une fois, tristement, que la frontière n'existe plus parfois entre les réalités numériques puis la vie réelle. Ça, je pense que de plus en plus les gens le comprennent, de plus en plus les gens en comprennent la portée. Nicolas? C'est comme l'expression connue de « Internet is not real life » qu'on entend beaucoup. Bien, je pense que l'Internet, c'est la vraie vie. Là. Il faut se faire l'idée de ça maintenant. Oui, puis la culture web et la culture populaire désormais. La vie numérique, c'est la vie en général. On ne peut pas comprendre la culture de nos jours, on ne peut pas comprendre la politique sans le voir à travers, au moins en partie, le spectre des réseaux sociaux. Alors, question encore une fois, je vais me déplacer derrière moi. Il y a Xavier Lawton avec qui je veux parler. Xavier qui est si je comprends bien, encore une fois selon mes sources, un fidèle auditeur de notre balado. Salut Xavier. Bonjour, ça va bien? Et lecteur de l'Infolettre aussi? Oui, exactement. On aime ça comme ça, des purs et durs. Xavier, la question qui va être la suivante. J'ai bien hâte d'entendre les réponses de mes collègues à ce sujet. Vas-y. Oui, donc votre équipe est constamment exposée aux côtés les plus sombres du web. On peut penser par exemple à la désinformation, aux arnaques ou encore parfois à la mort. Donc je me demandais, comment faites-vous pour garder une santé mentale saine à travers tout ça? C'est une question. Bien, d'abord, est-ce que ça va, la santé mentale? Bien, oui? c'est ça, c'est une La première prémisse. question. On tient pour acquis que ça va bien, mais des fois... C'est drôle, là. C'est une question qu'on reçoit souvent, même de la part de nos collègues ici à Radio-Canada. Chaque fois qu'ils nous voient, c'est comme « je sais pas comment vous faites ». Donc... Qu'est-ce que tu réponds? Hey boy! Établir une frontière entre la vie professionnelle puis la vie privée, ça c'est important. Là.
moi, j'ai plus de réseaux sociaux sur mon téléphone. Ça, au début, je regardais tout le temps, même la fin de semaine, même le soir, sur les réseaux sociaux. Puis là, tu es tout le temps en mode d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe en ligne. Ça, c'est vraiment important pour moi, là, de vraiment... Il y a une frontière, puis les réseaux sociaux, c'est en dehors des heures de travail, c'est un gros non. Mais tu as de bonnes carapaces, Jeff, quand même. Tu étais un des premiers journalistes à s'intéresser à la désinformation dans l'écosystème médiatique québécois. Je présume que c'est toi qui as la meilleure carapace en ce moment. Il n'y a pas des brèches, des fois? Mais je pense aussi, des fois, peut-être, ça nous fait développer un sens de l'humour un peu étrange. C'est comme Ouais. Tu parles du tien, là? Ben, peut-être. Oh, oui. Ouais, c'est de l'humour dystopique. C'est de l'humour dystopique, exactement. Mais il faut aussi, tu sais, plus sérieusement, je pense, s'accrocher au fait que c'est un travail qui est utile, je pense. C'est important. Oui, non, mais là-dessus, tu mets le doigt dessus, en tout cas en ce qui me concerne. C'est les courriels, les contacts qu'on a avec le public, le fait qu'on a vraiment une rétroaction au fil des ans qui s'installe, qui est là, et on sent votre présence. Et c'est vous qui nous aidez à rester, si on veut, un peu plus sain d'esprit. Puis ça a été, il y a eu des moments difficiles pendant la pandémie où là, il y avait de la haine, beaucoup à notre endroit, sous toutes ses formes. Des fois, ça allait plus loin. Et là, j'ai vraiment senti que ça a été plus difficile. Je suis content qu'on se soit un peu sorti de cette animosité qui était réelle, même quand on croisait des gens dans la rue. Là. Ça se fait rendre du bien quand on reçoit des dizaines de courriels sur un sujet, de pouvoir répondre aux questions des gens et de voir leur retour par la suite. C'est ça aussi qui nous permet de continuer, c'est sûr. Vous l'avez entendu, on a besoin de vous et on va avoir besoin de vous après la pause parce qu'encore une fois, guidés par vos questions, on va s'aventurer dans les labyrinthes de la désinformation. À tout de suite. Re-bienvenue à cette 200e émission des Décrypteurs devant public. Immense joie pour nous, je le rappelle, d'être entouré de vraies personnes pour parler évidemment des vraies affaires. Alors, depuis le début, les Décrypteurs, ce qui est au cœur de notre mandat, c'est la lutte contre la désinformation, mais on le sait, ce n'est qu'une partie. On parle d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de phénomènes web émergents, j'en passe, mais vraiment pas surpris, je suis vraiment pas surpris qu'on ait reçu autant de questions sur la lutte à la désinformation, la lutte contre la désinformation et sur comment on procède, sur la mécanique de notre travail, sur les coulisses du travail des décrypteurs. On va entreprendre ce bloc-là avec Lucie Ferré. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors cette question, je vous tends le micro, à vous la parole. Oui, alors vous avez dit qu'il y avait beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux, on le sait tous, et je me demandais comment vous choisissez en fait les sujets que vous allez décrypter et au contraire, quel sujet vaut mieux pas couvrir pour pas que ça s'amplifie en fait et que ça soit plus négatif que positif pour l'intérêt du public. Très pertinente comme question parce que c'est une question qui se retrouve au cœur de notre travail semaine après semaine. Jeff, je te laisse entreprendre ta réflexion là-dessus. Super bonne question, c'est fondamental à notre travail. Bien sûr, les questions du public, c'est numéro 1. Si on reçoit 2-3 questions du public par rapport à une publication en particulier, il y a des bonnes chances qu'on va le couvrir tout simplement parce que les gens nous posent la question. On sait que les gens le voient circuler. Mais avant de décider si on va couvrir quelque chose, on se pose 2 grandes questions dans le fond. C'est est-ce que c'est viral? Est-ce que ça a beaucoup été partagé ou beaucoup vu? Et c'est quoi l'incidence possible sur la société? C'est quoi les risques que ça provoque? Donc, si quelque chose est vraiment très viral, ça a été vu 3 millions de fois, mais que c'est pas si grave que ça, peut-être qu'on va le couvrir parce que les gens l'ont vu, ils vont se poser des questions là-dessus. À l'inverse, si c'est peut-être pas si vu que ça, mais il y a un grave risque, par exemple, si ça donne un conseil de santé qui pourrait nuire à la santé des gens ou pourrait s'empoisonner ou quelque chose de vraiment dangereux comme ça, ça se peut qu'on décide de le couvrir. Donc, c'est vraiment les 2 questions fondamentales qu'on se pose, mais on fait extrêmement attention de ne pas amplifier quelque chose de façon indue parce qu'on le sait, quand une désinformation, même si on dit que c'est faux quand ça se retrouve dans les médias, il y a tout le temps le danger que des gens qui ne l'auraient pas vu le voient, comprennent mal notre reportage puis pensent que c'est vrai. C'est pour ça aussi qu'on met, quand on fait des articles, on met faux dans l'image pour que même si quelqu'un le voit sur leur fil d'actualité puis ils ne prennent pas le temps de lire l'article, ils vont voir que c'est faux dans l'image. Notre titre qui est de No Debunk, qui n'est jamais très original, c'est tout le temps « non, n'est pas vrai ». C'est pas parce qu'on manque d'inspiration, c'est vraiment pour que... C'est l'inverse du clickbait. C'est si la personne voit ça sur son fil d'actualité sans lire,
la réponse est claire, non, ça n'est pas vrai. Mais il y a aussi des gens sur les réseaux sociaux qui sont comme si les décrypteurs disent que c'est faux, ça veut dire que c'est vrai. Donc, c'est pour de vrai, là. Donc, il faut se poser ces questions-là aussi. Enchaînons avec la prochaine question qui nous provient encore une fois du public, d'Audrey Michaud, qui se trouve à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Eh bien, tellement content que vous ayez accepté l'invitation. Je vous propose d'y aller avec votre question à nos collègues ici présents. Oui, j'aimerais savoir, dans le fond, si vous aviez à conseiller les gens, par exemple, en 3 étapes faciles pour valider les informations qu'on voit sur le web, quelles seraient ces 3 étapes? Nicolas, je pense que tu serais prêt à répondre. Oui. Bien, il n'y a pas de formule magique. C'est sûr que ça dépend du type d'information, mais grossièrement, la première chose à faire, ce serait de regarder la source, d'où provient l'information. Donc, si cette source-là est connue pour propager des fausses informations, on peut regarder ça, on peut regarder aussi les biais qu'elle a, mais on ne peut pas nécessairement toujours se limiter à la source parce que même des sources biaisées, des sources qui propagent parfois de fausses infos vont rapporter de vraies informations. Donc, on peut aussi faire de la vérification croisée, voir s'il y a des médias réputés qui rapportent l'information, voir s'il y a d'autres sources qui le font, d'habitude plus qu'une source idéalement, et de remonter à cette source-là ce faisant. Sinon, la 3e étape, si on est encore dans le doute, c'est de mener notre propre enquête. Donc, faire de la recherche d'images inversées, faire notre propre petit travail détective à travers tout ça. Il y a plusieurs outils qui s'offrent à nous pour le faire. Mais si on est encore dans le doute après tout ça, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas le partager, pas le propager si on n'est pas certain de la véracité de la chose. Bien, jusqu'à il y a comme 2 ans, j'aurais dit la première étape, ça serait de faire une recherche Google, mais Google est de moins en moins utile. Ils ont changé la façon dont le moteur de recherche fonctionne. Malheureusement, c'est moins... Les résultats sont moins pertinents. Souvent, il y a les résumés générés par intelligence artificielle il ne faut absolument pas se fier à ça. Puis malheureusement, c'est la première chose qu'on voit quand on effectue une recherche. Donc, les recherches par image aussi, Google fonctionne moins bien qu'à l'époque. Ça va être plus difficile, ça prend plus de temps de trouver la source d'une image. Malheureusement, encore une fois, puis je sens que c'est un refrain qu'on va peut-être dire de plus en plus souvent ce soir et dans les années à venir, c'est on est encore une fois amputé d'outils qui peuvent être utiles pour aider non seulement nous, mais la population en général. Ouais, dans le doute, si des médias réputés l'ont couvert, généralement, c'est un bon indicateur de fiabilité. Est-ce que les médias sont parfaits, ne sont pas infaillibles? Les erreurs existent, mais quand même, c'est le meilleur système qu'on a, malgré tout. On va poursuivre maintenant avec une autre question. Lina Elvers, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre question s'adresse directement à l'évolution des comportements face à la désinformation. Et elle va comme suit. Voilà, j'aurais aimé savoir, connaître votre opinion sur la question suivante. Selon vous, avec les réseaux sociaux et le millier d'informations qu'on a à la minute, est-ce que le public fait de plus en plus attention et de plus en plus vigilant face à la désinformation ou non? Parce que j'ai l'impression que la désinformation est de plus en plus subtile maintenant, et donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais savoir. Oui. Qu'en est-il de la vigilance des gens face à une désinformation qui se complexifie dans sa forme? Marie-Pierre? J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. J'ai envie de dire que nos réflexes, que vos réflexes sont de plus en plus affûtés. Quand on regarde, par exemple, les courriels qu'on reçoit, c'est assez frappant. De plus en plus, je dirais, on a l'impression que les gens ont les bons réflexes. Souvent, ils ne vont pas se contenter de poser une question, mais ils vont nous décliner. Voilà, je suis tombée là-dessus, ça semble un peu louche. J'ai vérifié ci, je suis allée voir ça, mais il y a un doute qui subsiste. Bref, il y a de très, très bons réflexes qui s'étalent dans nos boîtes courriels. Et ça, c'est très rassurant, au point même où parfois on se dit, bien, tout ce dont ils ont besoin, c'est une petite tape dans le dos, là, parce que la démarche, elle a été faite. En même temps, il y a aussi la contrepartie de ça, une hyper-vigilance qu'on voit émerger. C'est un bon réflexe à la limite, là, mais c'est que souvent, on va voir des gens qui ont tendance à se méfier et à croire que telle image a été générée par l'intelligence artificielle, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, ça devient un tout nouvel hybride de désinformation où on soupçonne à tort du contenu d'avoir été généré par l'intelligence artificielle. Donc, tout ça combiné, mais oui, je veux croire que les gens ont de plus en plus le réflexe de remettre en question. On va se diriger vers le public, vers Vice Benoît. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, allez-y avec votre question qui va nous faire sortir un peu des territoires qu'on a labourés jusqu'à maintenant. Oui, moi, je me posais des questions sur, en fait, la propagande un peu internationale, les différents gouvernements. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut attribuer des théories du complot à des États étrangers? Est-ce que certaines théories du complot qui ont été prouvées comme venant de certains gouvernements ou je sais pas, voilà. Intéressant. Jeff, je vois déjà que tu as pine du bonnet. Oui, ça existe. Tu en avais parlé justement à l'émission, oui. Alexis, du projet Infection avec un cas qui était... ça, c'est un cas avéré, là. C'est la Russie, l'URSS, désolé, qui avait créé une conspiration pour faire croire à la population américaine que le VIH avait été créé par des êtres humains. Oui, dans un laboratoire biomédical du Pentagone. Donc, carrément créé par un État dans le but de semer la zizanie dans un autre pays. Ça existe. C'est quelque chose... Ça frappe l'imaginaire, cette idée-là, que des États se mêlent de la politique interne en créant des complots. Comme ça, il y a aussi le gouvernement américain, puis ça, c'est pas une conspiration, c'est vrai. Le gouvernement américain a beaucoup alimenté les conspirations par rapport aux ovnis aux États-Unis, parce que les gens voyaient des choses dans le ciel. Ils ne voulaient pas qu'ils sachent que ça soit que c'était en vérité des avions expérimentaux. Donc, on n'a peut-être pas créé les conspirations sur les ovnis, mais disons qu'on lui a donné un petit coup de main dans un but politique. Oui, c'est ça. Des complots, des vrais complots, il y en existe. Mais ce dont on parle souvent des décrypteurs, finalement, c'est des complots fantasmés. On poursuit maintenant avec une autre question qui nous provient du public, mais par courriel. José Breton, la question la voici. Marie-Pierre, je vais te la poser à toi, cette question-là. Est-ce qu'il y a des personnes, nous écrit M. Breton, qui font de la science militante? C'est écrit comme ça, de la science militante. La science, c'est une méthode, c'est une démarche, c'est un outil qui permet de comprendre la réalité. Donc, en tant que telle, la science ne peut pas être militante. C'est très binaire, science, pseudo-science. Maintenant, on peut utiliser cet outil-là à des fins militantes ou même à des fins mercantiles, à des fins politiques. Donc, tout ça, ça arrive assez souvent. Puis il y a un exemple complètement zombie, la fameuse étude sur le lien entre les vaccins et l'autisme. 1998, Andrew Wakefield. Je veux dire, cette étude-là a été non seulement rétractée, elle a été démontrée comme étant frauduleuse. Il y avait des intérêts commerciaux derrière ça. Puis là, c'est vraiment le top du top. Là, on parle d'une publication dans une revue respectable. Toutes les apparences y étaient. Bon, je le redis là, parce que je ne veux pas être cité hors contexte. Ça a été rétracté et démontré comme du n'importe quoi, mais encore aujourd'hui, les militants anti-vaccins nous ressortent cette étude-là. Donc, je pense que de la science militante, non, mais d'utiliser l'outil scientifique à des fins militantes, très certainement. Oui, puis là, tu parles de M. Wakefield, ça fait penser au fait que parmi cette activité militante, il y a des scientifiques. Il y a la maladie des Nobel aussi. M. Montagnier en est un exemple. Des personnes qui, malgré tout leur savoir, malgré tout leur parcours étincelant en matière de science, finalement, se retournent contre la science et ce qu'elle représente pour répandre la désinformation. On va poursuivre cette discussion, mais sur un autre thème. Dans quelques instants, restez là. On répond à vos questions sur un des thèmes de l'heure, l'intelligence artificielle. À tout de suite! Bon retour à l'émission Décrypteur, la 200e émission. C'était incontournable. Il fallait qu'on parle d'intelligence artificielle générative depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022. C'est immanquable, c'est constamment sur notre radar. Autre constance là-dessus, le regard critique qu'on pose sur cette industrie qui emmène large, très large, voire trop large. On poursuit maintenant en question, toujours du public. À mes côtés, Jean-Maurice Ricard. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Vous nous suivez depuis longtemps. Hein? Oui, depuis le début. Ah, ça, on aime ça, merci de faire partie de ce public toujours aussi fidèle. Et là, je vais me permettre de prendre le temps d'écouter attentivement votre question. Pourquoi me fier à l'IA si elle ne peut pas me donner les bonnes réponses? Quand même!
Merci pour cette question. Allez-y avec vos réponses, chers amis. Bien, je pense que c'est sûr qu'on parle beaucoup d'à quel point les réponses ne sont pas toujours bonnes de l'IA. Effectivement, il ne faut pas qu'on s'y fie. C'est un bon réflexe de ne pas se fier aux réponses qu'il nous donne. Ça peut être pertinent comme moteur de recherche inversé. Des fois, Jeff disait tantôt que Google marche de moins en moins bien. C'est vrai. Parfois, ça peut faciliter la recherche d'informations et souvent, ça nous fournit des liens pour cette information-là. Donc, peut-être pour trouver des liens, cliquer le lien, aller vérifier l'information par la suite, ça peut être pertinent, mais effectivement, ne pas s'y fier, c'est un très bon réflexe. Poursuivons maintenant avec une question qui nous vient du public, mais via courriel. Romy Gémus qui nous a fait parvenir cette question qui va comme suit. Est-ce que cette nouvelle forme de technologie pourrait éventuellement devenir indispensable à la recherche, à la création, notamment artistique, un peu comme l'utilisation du web nous semble aujourd'hui primordiale? D'un autre côté, poursuit cette personne, une surutilisation de l'IA pourrait-elle mener à une plus grande paresse cognitive? Que j'aime cette question. Marie-Pierre, je t'écoute. Allons-y sur la paresse. Il y a quand même de plus en plus de spécialistes de la cognition qui se posent cette question-là. Et il y a eu notamment assez récemment une prépublication du MIT. Donc, prépublication, si vous écoutez l'émission, vous savez que c'est quand même à prendre avec un grain de sel. Donc, ça veut dire que ce sont des résultats qui sont rendus publics, mais qui n'ont pas été validés par les pairs. Donc, il faut faire attention. Mais ici, on parle quand même d'une institution prestigieuse. Et ce qu'ils ont découvert confirme en quelque sorte ce qu'on expérimente quand on y goûte, à savoir, ils ont demandé à différents utilisateurs de faire une dissertation, certains avec uniquement leur cerveau, d'autres avec ChatGPT, d'autres avec un engin de recherche, le Google. Et puis, ils ont vraiment observé avec un électroencéphalogramme ce qui se passait dans leur boîte crânienne. Et là, je résume très rondement, mais ils ont constaté ce que nous, on ressent, à savoir que c'est comme si le cerveau tombait en, je ne sais pas si on peut dire en mode veille, mais réellement, il y avait des patrons d'activation différents qui étaient observables chez ceux qui s'en remettaient entièrement à l'intelligence artificielle. Donc, je crains qu'il va falloir combattre fort pour que ça ne devienne pas le cas avec l'intelligence artificielle. La première partie de la question aussi sur le fait que ça va devenir indispensable. On ne peut pas voir l'avenir puis essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer avec ces technologies-là dans 10 ans. Bon, c'est assez difficile. Chose est certaine, par exemple, le modèle d'affaires en ce moment de l'industrie ne tient pas debout. Cette industrie-là perd énormément d'argent. Chaque fois que vous utilisez ChatGPT ou n'importe quel autre robot conversationnel, ils perdent de l'argent. Donc, un jour, on croit comprendre qu'ils vont devoir essayer de trouver une façon de générer de l'argent avec ça. Donc, quand la facture sera due, est-ce que les gens vont encore vouloir continuer à l'utiliser? Est-ce que vous allez vouloir payer 5 $ à ChatGPT pour écrire un texto pour vous décommander d'un party? La question se pose. Donc, ça va être, on va suivre ça. Mais il faut garder ça en tête, c'est qu'en ce moment, le produit est gratuit. On essaie justement de se rendre indispensable en offrant ça à un coût nul ou à un coût très, très faible, mais ça ne représente pas la réalité du modèle d'affaires de cette industrie-là. Donc, nécessairement, les choses vont changer. On va poursuivre avec une autre question qui nous provient du public, Colette Flageol, qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Et je ne vais pas lire son courriel parce que ce n'est pas un courriel, c'est une vidéo. On la regarde. Bonsoir. À l'occasion de votre 200e émission, j'aimerais remercier toute l'équipe des décrypteurs pour leur excellent travail. Ma question, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut devenir un instrument pour se déresponsabiliser et éviter les poursuites? Merci. Oui, hein? Je vois aussi que Jeff, ça te fait sourire. Bien, écoute, l'industrie de la tech, la Silicon Valley, c'est une immense machine à déresponsabilisation. On l'a vu au cours des dernières décennies. Cette industrie-là met au point des systèmes et puis là, après ça, blâme les problèmes sur les systèmes comme s'ils ne les avaient pas créés. L'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose avec une couche d'automatisation sur le dessus en se disant, bien, on ne comprend même pas comment ces robots conversationnels-là fonctionnent. Alors, comment est-ce qu'on peut être responsable de ce que ces robots-là font? J'imagine qu'on va voir ça dans les années à venir. Malheureusement, là, un robot conversationnel, par exemple, qui ferait de la discrimination à l'emploi, on se dit, bien, regardez, on ne l'a pas programmé pour avoir fait ça, ce n'était pas notre intention, puis c'était tout simplement une erreur. Un exemple très récent qu'on a vu, c'est quand le robot conversationnel de Twitter, Grok, s'est mis à recracher des discours néo-nazis.
Ce qu'on a constaté, c'est que l'équipe de X a rapidement dit, regardez, c'était un bug, on l'a réparé, on s'excuse, mais c'est vraiment pas de notre faute. Alors que quelques jours avant, Elon Musk, le patron de cette plateforme-là, avait dit vouloir jouer dans Grok parce qu'il jugeait que Grok était trop woke. Et puis là, il a décidé de changer les paramètres dedans et magiquement, 3 jours plus tard, le robot se met à cracher des discours néo-nazis. Donc oui, c'est une question fondamentale par rapport à cette industrie-là parce que oui, ça va mener à de la déresponsabilisation corporative. Ça dépend aussi des milieux, peut-être des associations professionnelles, par exemple, des avocats qui se sont servis de robots conversationnels pour écrire quelque chose. Bien, ils ont quand même été blâmés à cause de ça. À Radio-Canada, les lignes directrices sur l'IA qu'on a, c'est que c'est le journaliste en bout de ligne qui est responsable de ce qu'il publie. Donc, si quelqu'un veut se déresponsabiliser en disant que c'est de la faute du robot, il y a des cas comme ça, par contre, où est-ce que la responsabilité leur revient, mais pour les corporations et tout ça. C'est ça, c'est une autre discussion. La déresponsabilisation, c'est pour la corporation, voilà. pas pour nous simples êtres humains. Voilà. Je vais me tourner vers d'autres êtres humains pour poursuivre cette discussion. Annie Carignan m'attend tout juste ici. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, on va explorer un peu les vases communicants qui existent, parce qu'il y en existe, entre désinformation et intelligence artificielle. Puis je vais vous laisser formuler dans vos propres mots votre question. Parfait. Donc, ma question est la suivante. Comment entrevoyez-vous les enjeux relatifs à la manipulation de l'information, notamment la désinformation, à travers l'interaction entre les utilisateurs et les plateformes d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT? Donc, par exemple, un acteur externe, c'est ça? Un État qui utiliserait l'intelligence artificielle pour répandre à des informations? Oui, donc un acteur hostile, par exemple, qui s'emparait de l'intelligence artificielle générative pour mener des campagnes de manipulation de l'information, de désinformation, de propagande, etc. Super, merci pour cette question. Allons-y avec une réponse. Jeff, à toi la parole. Bien, on l'a déjà vu. Donc, on sait qu'il y a des robots conversationnels qui sont utilisés pour faire des réseaux de bots sur les réseaux sociaux. Il y a même Sam Altman, le patron de OpenAI, qui l'a reconnu. On sait aussi qu'il y a des tentatives d'infecter les bases d'entraînement de ces robots-là. L'année dernière, il y avait une série de centaines de sites russes qui avaient été détectés. Puis les analystes se demandaient à quoi ça servait, parce que ces sites-là, visiblement, n'étaient visités par personne. Il y avait trois pages vues, par exemple. Le but, c'est d'infecter les robots conversationnels, parce que les robots conversationnels ne peuvent pas faire la part d'une source fiable d'une source pas fiable. Le but, c'est de créer des centaines et des centaines de sites web pour que quand on pose une question à un robot conversationnel, il va sur le web, essaie de trouver des réponses et tombe sur « Ah, regardez, il y a 100 sites qui disent que Zelensky a acheté un manoir en France avec de l'argent qui a été volé au peuple ukrainien. » Et ça apporte une certaine crédibilité auprès du robot conversationnel. On sait que les gens ne vont même pas cliquer sur des liens souvent avant de croire ce que le robot leur recrache. Donc, c'est à la frontière de la désinformation, non seulement d'un point de vue d'infecter les réseaux sociaux avec des comptes artificiels, mais aussi de l'autre côté, d'essayer de faire en sorte que les robots donnent des mauvaises réponses. Puis il y a une guerre idéologique aussi qui se fait au niveau des robots. On peut le voir sur Twitter, par exemple. Elon Musk qui essaie de toujours jouer avec son robot pour lui faire dire certaines choses, d'ignorer des sources généralement reconnues comme étant plus fiables, selon ses visées idéologiques. Donc, mais penses-tu qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien de fiable? Les petites questions. La question se pose. Bien, il ne faut pas se fier au robot conversationnel, Marie-Pierre. Non, mais on peut l'utiliser comme outil. Je trouve que parfois, tu démonises un peu. Je comprends qu'il ne faut pas s'y fier aveuglément, mais il y a quand même aujourd'hui une utilisation responsable semi-possible. N'es-tu pas d'accord? Oui, tout à fait. Bon, ma question, penses-tu qu'à un moment donné, c'est seulement une question de temps avant que tout se contamine puis que ça devienne du gros n'importe quoi? Bien, déjà, il y a beaucoup de gens qui parlent du Dead Internet Theory, puis je pense qu'on s'approche à ça. Puis j'en parlais en ouverture d'émission. Est-ce qu'on pourrait entrevoir un scénario où les réseaux sociaux deviennent carrément inutilisables parce que tu rentres là-dessus, puis c'est juste des robots qui te crient après, puis c'est des robots qui se chicanent. Puis de monter sur des plateformes, puis d'y voir aucune activité qui est authentique, ça pourrait arriver à un certain moment où on ne peut pas faire la part de ce qui se passe sur le web. Donc, ça se peut. On est peut-être déjà là.
On poursuit avec Pascal Turcotte. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. J'ai un petit sourire dans la voix. Vous savez pourquoi, hein? Ben Parce que je l'ai démasqué. On a reçu des courriels au cours de la saison du balado des décrypteurs, nous venant d'un enseignant du nom de Pascal Turcotte. Il nous avait parlé de la fameuse trend là, de Skibidi et tout ça, puis ça nous a fait parler de ça au balado. C'est lui, Pascal Turcotte. Les élèves me parlaient beaucoup de ça. Là. Il fallait que je trouve la vraie information. Ah ben c'est génial. Je suis vraiment content que vous soyez là. Salutations à vos élèves. Alors, j'y vais sans plus tarder avec votre question. Je vous tends le micro. À vous la parole. Il est de plus en plus difficile à trouver qu'est-ce qui est fait par les élèves avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, comment nous aider, nous, les enseignants, à contrer ça et à la détecter? C'est difficile parce que c'est difficile d'accuser un élève de l'utiliser. Il y a rarement de preuves définitives là-dessus. Je ne suis pas prof, donc vous me direz si j'ai tort, là, mais j'ai l'impression que c'est difficile de juste les accuser de ça, à moins qu'eux reconnaissent qu'ils l'ont utilisé. Puis pour l'instant, Québec, en ce qui concerne notamment l'enseignement supérieur, doit se doter de lignes directrices. Il y a notre collègue Fanny Bussière-McNichol qui est sur le dossier, elle couvre l'éducation. Puis les consultations qui sont faites, ce qui en ressort finalement, c'est que c'est pas très clair. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais c'est très flou. Mais c'est une situation, je pense, qu'il n'y a pas vraiment de solution facile. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, c'est une situation qui est malheureuse. Puis ChatGPT, par exemple, offre des forfaits moins chers pour les étudiants, font des partenariats avec des universités pour l'offrir à l'ensemble des étudiants, l'ensemble de la faculté. On a mis de l'avant ces outils-là, mais on n'a pas nécessairement pensé aux conséquences pour d'autres acteurs dans la société comme l'éducation. On aurait peut-être dû penser à ça avant. Poursuivons maintenant avec une question qui nous provient d'un courriel que je vais lire à l'instant même. Je trouve ça très intéressant, je suis content qu'on nous permette de s'exprimer là-dessus, votre limite morale ou éthique quant à l'intelligence artificielle. Avez-vous, vous-même, dans votre travail, commencé à réfléchir aux éventuelles tâches qu'un robot pourrait faire à la place des humains, mais que vous décidez tout de même de laisser à l'humain? Ça, c'est ce qui me permet, à titre personnel, de militer très fortement dans la communauté médiatique pour une approche très prudente en ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Je pense que ce qui va nous mettre en valeur davantage dans ce qu'on produit médiatiquement, ça va être le fait qu'on puisse dire, bien, cet article, ce reportage a été fait sans IA. Ça va être ça la valeur ajoutée de ce qu'on pourrait faire médiatiquement dans le capharnaüm dans lequel on se trouve. Moi, des limites éthiques, à titre professionnel, j'en vois. Je parle avec mon chapeau de journaliste. Premièrement, la violation massive des droits d'auteur à travers l'entraînement des machines. Ensuite, les dommages collatéraux sur le plan environnemental, l'énergie que ça requiert pour faire rouler cette machine, l'eau que ça requiert pour refroidir ces serveurs et ces centres de données qui, de plus en plus, se situent dans des pays où les ressources hydriques sont peu abondantes comparées à d'autres endroits. Alors ça, pour moi, ce sont deux écueils ou deux limites sur lesquelles je me questionne. Je crois que les citoyens corporatifs qui nous écoutent, les entreprises qui nous écoutent, devraient aussi songer à tout ça dans un contexte de crise climatique, avec ce que je viens d'évoquer sur l'environnement. Mais j'imagine que vous aussi, vous avez peut-être des limites éthiques et morales face à tout ça. En ce qui a trop de travail journalistique, moi, je l'utilise pour la retranscription. Ça, c'est fort utile. Mais je dois m'y intéresser, je dois l'utiliser pour comprendre comment ça fonctionne. Mais pour la production journalistique, je garde ça loin de moi pour l'instant. Il y a certainement là, un engouement pour ça, puis de vouloir à tout prix ne pas manquer le bateau, puis en se disant que, bon, tous les médias vont utiliser ça, donc on doit nous aussi le faire. C'est certain qu'il y a des utilisations qui peuvent être super intéressantes, notamment du traitement d'immenses quantités de données. Par exemple, on reçoit là, 30 000 pages d'une demande d'accès à l'information. Est-ce qu'on peut faire un premier tri avec l'intelligence artificielle? C'est des choses qu'on pourrait explorer, mais il faut vraiment se poser ces questions-là. Oui. Et je pense qu'avant de passer au prochain segment, il ne faut pas oublier une chose. Il y a des êtres humains qui, dans d'autres continents, entraînent la machine dans des conditions de travail que ni vous ni moi accepterions, avec des salaires dérisoires, un peu partout. C'est documenté. Ils entraînent la machine jour après jour pour qu'ensuite, certains puissent en profiter, surtout en ce qui a trait à ces entreprises. Voilà pour cette question. On ferme la parenthèse. On va se quitter le temps d'une courte pause. Dans quelques instants, gros plan sur les réseaux sociaux. Difficile à manquer. À tout de suite.
De retour à cette 200e émission des Décrypteurs. Dernier segment qu'on passe en votre compagnie et en votre compagnie ici en studio. On va parler des réseaux sociaux, un élément incontournable. Il fallait qu'on s'y attarde. C'est au cœur de notre quotidien. Selon les données du gouvernement québécois, un adulte québécois, et je présume que c'est à peu près dans les mêmes proportions ailleurs au pays, passe en moyenne 216 minutes par jour sur les réseaux sociaux. 33 % s'informent sur les réseaux sociaux. Fallait donc qu'on s'y attarde et ça s'est reflété dans les questions que vous nous avez fait parvenir. Et plusieurs d'entre elles portaient sur les réseaux sociaux. Mathis Sandré, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, j'aime ça d'entendre autant d'enthousiasme. Allez-y avec autant d'enthousiasme pour votre question. Alors ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui explique qu'un contenu devienne viral même quand il est manifestement faux ou absurde? Bravo pour la question. Merci. Marie-Pierre? La recette de la viralité, là, il n'y a pas de recette en tant que telle. Dans la question, il y avait, même si le contenu est manifestement faux, pourquoi ça devient viral? Bien, il semblerait que ce soit un petit plus, parce que là encore, il y a eu une étude qui a été publiée, je pense dans Science, où on avait analysé une quantité ahurissante de nouvelles et de fausses nouvelles, puis réalisé que les fausses nouvelles se propagent vraiment plus rapidement et efficacement que les vraies. Puis bon, de tout ça, il y a quand même quelques généralités qui se dégagent, à savoir du contenu qui fait appel à nos émotions. Parce que sur les réseaux sociaux, au fond, ce qu'on partage, c'est souvent de l'émotion et non pas de l'information. Donc, aussitôt que ça nous titille, que ce soit de l'indignation ou une confirmation de ce qu'on pensait déjà, on y revient encore une fois, mais le fameux biais de confirmation, ça déclenche une envie irrépressible de partager et de le crier haut et fort. Dès que ça suscite des réactions, parce que, bon, c'est les interactions qui font en sorte que l'algorithme va propulser un contenu. Donc, si ça suscite de fortes réactions, forcément, il y aura plus d'interactions. Ouais. Même si un commentaire haineux, c'est un commentaire tout de même. Donc, peut-être ça peut aider. Aussitôt que ça fait réagir, je pense que c'est ça la clé. Trouver une manière de faire réagir, peu importe laquelle. Puis souvent, c'est avec, non pas du factuel, mais du émotif qu'on réussit à le faire. Dernière question qu'on a du public ce soir. À vous l'honneur. Pedro Zaya, bonsoir. Bonsoir. Alors, là, vous nous amenez sur un autre terrain qui est celui des fameux forums de discussion, du forum de discussion 4chan. Je vous laisse lire votre question. Nicolas, Jeff et Marie-Pierre peuvent en dire long là-dessus. Je vous écoute. Merci. On sait très bien que la désinformation et les théories du complot proviennent de sites obscurs comme 4chan. Ma question est, quelle est la part des informations qui circulent sur les réseaux qui proviennent précisément de forums vraiment Far West comme 4chan ou d'autres? Je peux en mentionner beaucoup, mais oui, 4chan, 8chan, oui. Très difficile d'avoir un chiffre précis là-dessus. Ce que je dirais, c'est peut-être de moins en moins si on considère pas que X, c'est un site obscur du Far West du Web. Parce que, je veux dire, le genre de contenu qui est permis là-dessus maintenant, c'est assez fou de voir le genre de contenu qui est permis du contenu qui autrement serait seulement sur 4chan il y a quelques années seulement. Par contre, c'est sûr qu'il y a certaines fausses informations qui naissent là-dessus et qui se transportent ensuite vers d'autres plateformes, souvent dans des situations de crise notamment. On a vu, par exemple, lorsque Donald Trump avait été... la première tentative d'assassinat sur Donald Trump, il y avait une fausse information à l'effet que c'était une personne trans qui l'avait tiré ou qui avait essayé de le tirer. Cette fausse rumeur-là était née sur 4chan. Il y a plusieurs autres exemples comme ça, concrets au fil des ans, mais vu le volume énorme de désinformation qui circule, c'est assez minoritaire, possiblement, mais en demeure pas moins qu'encore aujourd'hui, c'est une source, oui, de désinformation, de fausses nouvelles. Chose certaine, il y a des idées qu'on a commencé à voir percoler sur des forums comme 4chan dans le début des années 2010 qui maintenant se retrouvent dans un discours politique un peu plus mainstream, prononcé par des politiciens qui sont en fonction aux États-Unis, copié verbatim que j'aurais pu voir ça sur 4chan en 2014. Donc, l'influence de ce site-là qui malgré tout, n'est pas visité par tant de gens que ça. Quand on regarde, qu'on le compare à d'autres réseaux sociaux, son influence a été
complètement démesuré par rapport à son auditoire primaire. Je trouve ça assez inquiétant de voir justement des idées reprises là, mot pour mot dans les côtés les plus extrêmes de 4chan se retrouver prononcées par des politiciens là, n'importe quand dans des discours, par exemple. C'est quelque chose qui c'est vraiment choquant de voir ça. Oui, c'est ça. Ça revient à la notion de fenêtre d'Overton, c'est ce qui désigne les discours qui sont socialement acceptables. Donc, c'est qu'on voit que ce spectre-là s'élargit pour héberger des idées qui sont plus extrêmes, qui étaient jadis... C'est plus une fenêtre, c'est une porte de garage. C'est une porte de garage. Je vous en prie, perdez pas foi en l'humanité. J'essaie toujours de finir sur une note positive. Nos émissions et nos contenus qui sont plutôt à forte teneur dystopique, mais... Comment tu vas faire, là? Hein? Comment je vais faire, hein? Non, mais en fait, moi, ce qui me remplit d'espoir, c'est de savoir que les gens, comme celles qui sont ici présents avec nous ce soir, comme ceux qui se joignent à nous en ce moment en nous écoutant, bien, sont là, s'intéressent à ces phénomènes-là, s'en inquiètent, nous font part de leurs inquiétudes. Et puis, je dirais, propageons la bonne nouvelle. Parlons-en le plus autour de nous. Elle est là, la lueur d'espoir, la note d'espoir. J'aimerais souligner avant de se quitter, parce que toute bonne chose a une fin. Et peut-être aussi une suite à un autre enregistrement devant public. Je lance l'idée comme ça dans le cosmos pour le balado des décrypteurs. Avis au patron, parce qu'il me semble que pour le balado, ça serait tellement génial de faire ça devant public. Hein? Bon, alors c'est là-dessus que ça se termine. Merci à vous de vous être déplacés aujourd'hui en si grand nombre, chacune et chacun d'entre vous. Votre présence, elle est précieuse. Ça nous fait chaud au cœur. Enfin, on voit des vraies personnes devant nous, alors qu'on parle de tous ces thèmes qui nous remplissent d'espoir et d'allégresse. Nicolas, Marie-Pierre et Jeff, merci encore une fois. Vous avez été très généreux ce soir. Et puis poursuivons cette aventure ensemble. Pour moi, c'est un privilège de travailler avec vous, bien franchement. Je vous le dis en toute sincérité. Ici, Alexis Delancer, comme je le dis depuis le tout début de cette aventure, vous êtes nos principaux alliés. Continuez à nous écrire. Ce que vous voyez sur vos radars, faites-nous en part, surtout si ça vous inquiète, surtout si ça pose de grandes questions dans vos esprits. Faites-nous part de tout ça. Et bien entendu, semaine après semaine, on sera un plaisir de répondre à vos messages. N'oubliez pas notre infolettre, n'oubliez pas notre balado et bien sûr l'émission des décrypteurs. Ça se poursuit pourquoi? 300, 400, 500 émissions? On verra bien! Allez, salut!